Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Malgré ses voyages en Europe, la multiplication des ventes et des négociations, elle veille sans cesse sur lui, avec beaucoup de tendresse. 2 ans après l'accouchement, Teddy renoue avec un ancien flirt d'adolescence, un jeune Irlandais qui parvient à la sortir de sa dépression. Il la demande en mariage et l'invite à vivre à ses côtés en Pennsylvanie. Heureusement pour Belle, un contrat cette fois est convenu entre elle et sa sœur. Chez le notaire, elles signent ensemble les papiers d'adoption, confiant ainsi Bobby à Belle, sous condition qu'il ne la reconnaisse pas comme la mère biologique de l'enfant. Bobby resterait donc à New York, et Belle se chargerait de le financer jusqu'à sa majorité. Son vœu finalement le plus intime s'exauçait. Quelques années plus tard, Teddy accouche d'un second enfant qu'elle nomme Belle Green Harvey Jr. en hommage à sa tante. Cette fois-ci, une belle fusion a lieu entre l'enfant et sa mère biologique. L'enfant est toujours blanc. En février 1924, un rêve encore plus grandiose se réalise pour notre héroïne. Jack Morgan fait don au public de l'intégralité de la bibliothèque de son père. Les journaux qui estiment sa valeur entre 8 et 14 millions de dollars la comparent à la collection du British Museum, tout simplement. En l'espace de 10 ans, le nombre de volumes a doublé. Partout dans le monde, des chercheurs et étudiants se précipitent pour feuilleter ces merveilles. Belle en demeure la directrice, mais possède désormais une équipe de 6 personnes. Elle veille en parallèle à la réussite de Bobby avec brio. Elle lui garantit des places dans les meilleures écoles, l'emmène sans cesse au théâtre, à l'opéra. Ensemble, ils visitent les capitales du monde les plus prestigieuses, les plus grands musées. Leur complicité est sans égale. À sa majorité, Bobby est admis à Harvard, à la plus grande fierté de Belle. Elle l'observe grandir dans l'élite blanche la plus raffinée du pays. C'est décidé, jamais ni elle, ni ses sœurs, ni leur mère n'avoueraient quoi que ce soit au fils prodige, leur lourd secret. Après 3 ans d'études ardues, Bobby, se sentant trop pousser des ailes, si j'ose dire, décide de plaquer l'université pour devenir aviateur. Une décision choquante pour toute la famille. Quelques années plus tard, en 1941, Geneviève Green meurt paisiblement. Les journaux la félicitent pour ses 85 ans. Seule la famille proche sait qu'en fait, elle avait fièrement atteint, en réalité, ses 95 ans. Noyée par le deuil, Belle apprend que son fils adoptif vient de s'engager pour l'armée de l'air. L'angoisse de se retrouver seule monte en elle, on peut le comprendre. La veille de son grand départ au front, elle retrouve Bobby dans leur salon en train de fouiller frénétiquement dans ses vieux albums photos. Étonnée de le trouver là, la mine déconfite plutôt qu'aux côtés de sa petite amie, une certaine Nina Taylor-Butchett, que Belle n'apprécie pas d'ailleurs, mais enfin bon, elle le questionne sur ses intentions. Et oui, son fils veut connaître en fait l'identité de son grand-père. Et Belle lui récite l'histoire habituelle. Il est décédé trop jeune pour qu'elle en retienne le souvenir. Mais Bobby, qui la connaît, la soupçonne de mentir et lui avoue dépité qu'en voulant demander la main de Nina le soir même, le père de Nina avait refusé sous prétexte que le grand-père de Bobby était noir et activiste de surcroît. Un certain Richard Greener, disait-il. Monsieur Taylor Butcher, un raciste à l'esprit futé, avait effectivement engagé une agence de détectives privée pour enquêter sur le passé de Belle et, évidemment, la sentence était tombée. Dans la bouche de la belle famille qui se projetait, la mère adoptive de Bobby était devenue, en fait, la putain noire de Morgan. Alors Belle nie tout en bloc, elle veut lui affirmer qu'il s'agit tout ça d'un récit inventé par des hystériques. Pourtant, elle sent que le regard de son fils est terni par l'incompréhension et le mépris. Elle le supplie de tout oublier et surtout, elle le supplie de se taire. Alors il acquiesce et il la quitte le lendemain. Les premières années de la carrière de Bobby sont remarquables. Le jeune aviateur se construit une réputation solide au sein de l'American Air Force. En juin 1943, lors d'une de ses permissions, il se rend à Londres rendre visite au professeur Dan Thompson, le directeur des recherches au Connaught Institute, un ami cher à sa mère adoptive. Avant son départ, il confie au professeur une lettre, lui demandant d'en prendre connaissance au plus vite, puis s'empresse de partir. Gêné, Thompson remarque sur l'enveloppe un tampon des services de censure anglaise. La lettre avait donc été examinée. La calligraphie très féminine de son expéditrice le plonge dans la confusion. Il n'ose pas l'ouvrir et classe le document sans y réfléchir davantage. Et 2 mois plus tard,